on va voir le premier slide. Vous l'évoquez, Maître Delessal. Voilà, sur les prix. Donc là, on voit l'évolution, le graphique depuis déjà 2012. On voit combien on était à l'époque, un peu plus de... On était à 10 800, ouais. oui, à 10 860. Oui, mais en 2012, on était à 8 000 € du mètre carré. Ah, là, oui. si on remonte très loin dans cette courbe. Puis après, on voit que ça a monté, monté, monté. Et là, voilà le phénomène, ça baisse légèrement et on atteint les 10 490 € en moyenne par mètre carré, acte authentique de vente. C'est ça, absolument. Et quand on voit là, les petits pointillés, ce sont les avant-contrats. Donc ça, c'est pour... on s'attend donc aux ventes du mois d'avril à 10 360. Donc oui, c'est fait une petite érosion quand même, mine de rien. Alors vous voyez des vagues toujours saisonnières. Hein. Ça, c'est assez nouveau, les vagues. Hein. C'est les saisons, parce que d'habitude, on voit beaucoup de vagues sur les maisons, parce que là, on comprend que quand on cherche une maison, il y a vraiment une saisonnalité. Et là, on a trouvé une saisonnalité sur Paris. C'est assez curieux, d'ailleurs. Donc on a cette lente décrue sur les prix à Paris. Oui, oui. Alors sur un total, donc sur 2 ans et demi, on a une baisse de 4%, 4,5%. Donc qui correspond d'ailleurs un petit peu à la décrue qui avait eu lieu entre 2012 et 2015. Ouais. Vous voyez, c'est un peu le même phénomène et on est à peu près dans les mêmes chiffres. Ensuite, slide suivant, on va voir les arrondissements parisiens. Alors, 8 arrondissements parisiens en dessous des 10 000 € le mètre carré contre 4 il y a 2 ans. Et oui, parce que voilà, ce qui est assez bizarre en ce moment, c'est que cette augmentation des volumes, normalement dans l'immobilier, il y a une loi d'Hérin qui dit que quand les volumes augmentent, les prix augmentent. Eh bien là, ce n'est pas le cas. En tout cas pour Paris, on voit que les volumes augmentent, mais vraiment fortement. Eh bien, les prix continuent à s'éroder gentiment. Donc tant mieux pour les primo-accédants. Tant pis pour ceux qui vendent à Paris, mais enfin bon, des baisses de 1 ou 2% par an, c'est pas encore extraordinaire. Et donc forcément, ces baisses se traduisent par les arrondissements qui passent sous le seuil des 10 000 €. Il y en a davantage. Alors, comment vous l'expliquez, Maître, en fait, cette baisse quand même qui est importante des prix parisiens, parce que déjà le volume de vente en fait s'érode aussi, donc c'est la conséquence directe. Ben, j'ai envie de dire que c'est plus un marché qui s'équilibre beaucoup plus. Ouais. C'est-à-dire que Paris, de manière traditionnelle, quand vous cherchez un appartement, vous n'avez jamais rien, on vous dit « Ah, il n'y a rien à vendre ». Et donc, tous les gens qui trouvent quelque chose, même en investissement d'ailleurs, hein, se précipitent, font une offre et ne négocient pas. Bon, ça c'était il y a 5 ans. Depuis le Covid, eh bien, les stocks se sont reconstitués dans les agences et donc le marché est plus équilibré, il y a plus d'offres par rapport à la demande, ce qui fait qu'il y a de la négociation. Alors vous avez ça, donc le fait qu'il y ait plus d'offres fait qu'il y a plus de négociations. Il y a le fait aussi, on n'en a pas parlé, mais des appartements qui ont une mauvaise facture énergétique, bien sûr, les F et les G. Oui. Donc du coup, eux, forcément, c'est de l'or en barre pour les acquéreurs pour négocier. Donc dès qu'il y a du F, on négocie. Le G, je crois qu'on ne va même pas le visiter. Ou alors si on va le visiter... c'est la tendance que vous avez, c'est-à-dire que le G, on dit non. Alors, ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas y aller, ou alors, ça veut dire que le vendeur a déjà impacté une baisse de prix, en disant c'est du G, je suis obligé de baisser, et c'est un peu ce qui se passe en ce moment, et donc du coup, ça devient intéressant. Et c'est ce qui explique tout ça. Vous voyez, ces baisses de prix, c'est divers facteurs, mais voilà, on arrive à ça. Alors, on va voir sur les quartiers parisiens, mais notamment, évidemment, la question qu'on se pose de façon générale, est-ce que ça va se poursuivre, continuer comme ça progressivement à baisser à Paris ? Ben, logiquement, si c'est Paris ou les autres, oui. Le reste de la France. Mais là, on est vraiment sur Paris. Ben oui, sur Paris, il n'échappe pas au reste. Il y a des phénomènes exogènes qui sont importants. Notamment le problème du crédit. Donc, tant que le crédit aujourd'hui est difficile à obtenir, eh bien, il y a moins d'acquéreurs. Alors, vous allez me dire, oui, les acquéreurs de province ou les étrangers, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les étrangers ont été très, très présents l'année dernière. Un peu moins au 4e trimestre, mais les Américains sont revenus en force. Donc, ils ont fait, on peut repasser sur la slide d'avant, ils ont impacté pas mal le 7e arrondissement. Bon, cela dit, le 7e arrondissement est passé sous la barre des 14 000, alors qu'il était aux 14 000. Mais si les étrangers n'avaient pas été dans le 7e et dans le 8e, eh bien, les prix auraient baissé davantage. Alors, il y a quelque chose que vous ne voyez pas,
sur cette slide, c'est, vous voyez, Paris-Centre, qui maintenant regroupe les 4 premiers arrondissements. Oui. Alors, on a enlevé, forcément, puisqu'on s'est aligné sur l'administratif, mais quand on regarde les anciens arrondissements, 1, 2, 3, 4, on voit que le premier est passé au-dessus du 6e. C'est tout à fait nouveau. Ah oui. Le premier, il était 14 650 €. Alors, c'est un tout petit arrondissement, il y a très peu de transactions, mais tout de même, on voit quand même qu'il y a un phénomène de Parisiens qui vont vers l'ouest, et les arrondissements vers l'ouest sont de plus en plus chers. Et le 16e, qui était avant beaucoup moins cher, a beaucoup monté depuis 5 ou 6 ans. Il est redevenu à la mode, le 16e. Donc on voit, et donc on comprend ce croissant, vous voyez, qui est maintenant, c'est plus qu'un croissant d'arrondissement en dessous de 10 000. Eh bien, vraiment, le Paris cher revient un petit peu vers l'ouest. Et alors, de même, le 4e, qui était toujours plus cher que le 3e, donc toujours dans Paris-Centre, eh bien le 4e maintenant, qui est la place des Vosges autres, eh bien est moins cher que le 3e arrondissement. Vous voyez, donc on sent vraiment des petits phénomènes de ce style. Alors on peut revenir, si vous voulez, sur la salle suivante, où vous aviez sur les quartiers. Alors là aussi, on voit des différences. Goutte d'Or, donc 8 000 € du mètre carré. Champs-Élysées, 16 000 € du mètre carré. Oui. Bon, on parle de fractures territoriales. Il y a aussi des fractures au sein de la capitale, à Paris. Ben même si pour vous, l'écart n'est pas... Je sais, à chaque fois, vous me dites, l'écart n'est pas si important, mais quand même, de 8 000 à 16 000 € du mètre carré, alors, effectivement, entre Goutte d'Or, Champs-Élysées, c'est 2 univers qui sont différents, mais quand même. Mais oui, mais alors, il y a 20 ans, là, l'écart, il est de 2,1%. Oui. Il y a 20 ans, il était de 3,5%. De 3,5%. Donc, entre les quartiers les moins chers et les quartiers les plus chers. Donc, moi, j'ai quand même tendance à dire que Paris se boboise beaucoup. C'est vrai que c'est encore du simple au double. Je peux me permettre, si on regarde l'évolution sur un an, les quartiers qui baissent, la Goutte d'Or, la Chapelle, la Villette, c'est vrai, Saint-Fargeau, alors que ce n'est pas le cas pour les quartiers les plus huppés. Donc il se passe quelque chose. Oui, là l'explication, c'est les quartiers les plus huppés. Là, c'est les étrangers qui soutiennent le marché. D'accord. Je crois que c'est vraiment ça. Ils ont été très présents. Ils représentaient pas loin d'un acquéreur sur 10. Alors, étrangers, non-résidents et résidents. Mais tout de même, il y avait quand même 3% et demi d'acquéreurs étrangers non-résidents, ce qui n'était jamais vu. Hein. Donc, et c'est vrai que les quartiers populaires, là, cette année, ont beaucoup baissé. Alors, là, c'est peut-être aussi un déséquilibre de... Alors, il y a eu aussi des effets médiatiques dans ces quartiers-là l'année dernière, mais il y a aussi le fait que ces quartiers-là, eh bien, les gens vont chercher plus loin. Ils vont chercher où ? Ils vont chercher en proche banlieue, plus loin, plus de mètres carrés, moins cher. Alors, justement... Donc, l'offre et la demande se déséquilibrent aussi dans ces quartiers-là.